on va clôturer avec une séquence avec Fabien. Tu vois, finalement, tout le monde est resté, je crois, Fabien. Donc, ton teasing était bon. Hein. Alors, donc Fabien, je refais quand même ta présentation que j'ai mal faite en démarrage. Donc Fabien Pelouse, ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, 42 fois nommé capitaine d'équipe, ça je l'avais dit, capitaine pendant 10 ans du Stade Toulousain, directeur sportif du Stade Toulousain, entraîneur d'équipe de France des moins de 20 ans et aujourd'hui entrepreneur et conférencier. Donc merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Je tenais à le faire correctement quand même parce que ton parcours... est un beau parcours, un parcours incroyable. Et ce que j'ai apprécié quand on a préparé cette journée, c'était vraiment ton regard qui venait d'un monde différent, mais qui finalement nous ramenait à l'essentiel. Qu'est-ce que ça te donne envie de partager déjà là en ayant écouté tous ces témoignages? Mais moi, en fait, j'ai l'impression d'avoir entendu un petit peu tout le temps les mêmes choses, mais avec des langages un petit peu différents. Je crois que tous les intervenants ce matin étaient quand même centrés sur les mêmes choses. J'ai beaucoup entendu relations humaines, j'ai beaucoup entendu partage, échange, et je crois que c'est le fondement même, comme je vous l'ai expliqué en préambule, du management. C'est ce qui fait la différence entre le management et la gestion d'équipe, tout simplement. Et selon les domaines, on emploie un vocabulaire un petit peu différent, mais finalement, c'est un petit peu la même chose. Et une question... que monsieur m'a posé tout à l'heure. Alexandre, pardon. Tout à l'heure, il disait, mais est-ce que ça s'est transformé dans le rugby Est-ce qu'il y a eu une transformation managériale dans le rugby? Mais en fait, non. Il n'y a pas eu de transformation. Les coachs d'il y a 20 ans, ce sont un petit peu les mêmes que les coachs de maintenant. Parce que tout simplement, tout le côté gestion d'équipe, on ne l'a pas dans le rugby. On n'a que le côté... management, relation entre les joueurs. On a cet avantage de ne pas avoir de management de masse. De fait, notre manager, il a managé une trentaine de personnes maximum. Donc c'est peut-être aussi la différence qu'il y a avec certaines entreprises. Alors tu m'as parlé quand même d'une transfo qui avait été assez importante, c'est quand le rugby est passé dans le monde professionnel, un sport professionnel. Oui, c'est vrai que ça a été un moment important dans le rugby parce qu'on est passé d'un monde où l'important c'était de réunir les hommes et pas les femmes à l'époque, il n'y en avait pas. Les hommes, disons-le, pour faire la troisième mi-temps, et les deux premières étaient qu'un prétexte en fait à faire la troisième. Et dans le rugby professionnel, les deux premières mi-temps ont pris un peu d'importance finalement. Donc, même si la troisième mi-temps existe toujours. Il a fallu gérer un petit peu cette transformation du coup, de faire adhérer les gens au fait que les deux premières mi-temps étaient un peu importantes et qu'elles conditionnaient finalement beaucoup de choses, et notamment leur métier, leur contrat. Parce qu'avant, disait Alexandre, on ne s'entendait pas avec un coach, on allait dans le club d'à côté, on avait des défraiements, ça ne changeait pas grand-chose à votre quotidien finalement. Maintenant, avec le rugby professionnel, ça peut changer beaucoup de choses parce que le contrat se termine ou il est même rompu de temps en temps, et donc il faut retrouver une équipe, etc., avec toutes les problématiques que ça peut impliquer. Donc en termes de relations entraîneur-entraîné, les choses ont un petit peu évolué, effectivement. Oui. Alors, quand on a préparé, tu m'as parlé aussi du management avec l'angle de la performance de l'équipe dans le rugby. Comment ça peut nous inspirer, ça, cette notion? En fait, les managers, les équipes, elles ne sont jugées... Le premier prisme par lequel on regarde une équipe professionnelle, c'est la performance. Tu gagnes, tu perds.
Nous, on a le résultat toutes les semaines. C'est facile et on a le résultat, bien sûr, à la fin de chaque année, savoir si on ramène le bouclier à la maison ou la coupe d'Europe ou si on ne le ramène pas. Voilà, ça c'est le premier prisme. Et en fait, moi je me suis posé la question de qu'est-ce qui fait qu'on est performant ? Qu'est-ce qui induit la performance dans le milieu sportif ? Et je pense que c'est tout à fait transposable dans le milieu de l'entreprise parce que les piliers, finalement, sont assez similaires. Le premier pilier, le premier vecteur de la performance, c'est la technique. Le joueur, sur le terrain, il développe une technique qu'il a apprise au cours de sa formation. Donc c'est une formation. Comme un collaborateur dans une entreprise, il peut bénéficier ou prétendre à un poste parce qu'il a appris une formation qui l'amène à prétendre à ce poste. Eh bien, c'est exactement pareil. Et en plus, les études sont un peu similaires. Nous, on fait l'école de rugby. Ensuite, on commence par des sélections départementales, régionales. On rentre dans un centre de formation qui peuvent correspondre à l'université pour finalement arriver dans le milieu professionnel et abriguer un poste dans le milieu professionnel. Le deuxième levier, c'est la stratégie. Comment collectivement on associe des profils, des physiques, des talents différents pour arriver au même objectif qui est marquer des essais, pour gagner des matchs, pour au final, gagner des titres. Mais ça, généralement, c'est donné par la hiérarchie, le management, le coach, le président du club, le directeur de l'entreprise, etc., etc. Et donc il faut de la technique, de la stratégie et le troisième pilier, c'est l'esprit d'équipe. Alors l'esprit d'équipe, on y met tout et rien derrière. Mais en fait, en rugby, ça veut surtout dire la solidarité qui va se développer entre les joueurs. Parce qu'en fait, quand on regarde un match, il y a peut-être quelques personnes parmi vous qui regardent les matchs de rugby, et vous arrivez à déceler, en regardant le match, si une équipe elle est solidaire et si une autre équipe elle est moins solidaire ou pas solidaire. Et généralement, c'est l'équipe qui paraît la plus solidaire qui repart avec la coupe après le match. Donc nous, on a un paramètre qui est la solidarité, qui est hyper important, qui est moteur dans la performance, et malgré tout, c'est un paramètre qui est inquantifiable. Parce que, à l'image des RH traditionnels, on peut arriver à tout quantifier et à tout qualifier sur le terrain. Le nombre de courses, le nombre de passes individuelles, collectives, le nombre de courses à haute intensité, le volume, le nombre de coups de pied. On peut tout. Et pourtant, le paramètre finalement le plus important pour la performance, il est inquantifiable. Et donc, on a pris le parti de développer aussi des moments pour développer la solidarité. On en parlait un petit peu en préambule. Le premier moment, c'est les stages de début de saison. À un moment, ça n'a pas de sens d'aller délocaliser des fois à 50 km du lieu habituel d'entraînement, des entraînements. Mais en fait, ce qui est important dans les stages de début de saison, ce ne sont pas les moments d'entraînement, ce sont tous les autres moments. Les moments où on va déjeuner ensemble, les moments où on va aller boire un coup ensemble, les moments où on va jouer aux cartes ensemble, les temps de trajet pour y aller et revenir, les moments où les jeunes vont passer sous la table pour mettre de la moutarde sur les pieds des plus anciens, les blagues au potache un petit peu. Mais en fait, les moments de vie, les moments où ce sont les personnalités qui vont se rencontrer, les moments où on va pouvoir créer des affinités. Parce que les affinités, ça va induire de la solidarité. Parce que sur le terrain, on va plutôt avoir tendance à accélérer pour aller soutenir un joueur quand il est dans un moment difficile. Et même les meilleurs joueurs en traversent durant leur carrière et même sur chaque match.
que si on a des affinités avec lui, que si on a finalement si c'est juste un collègue de travail. Donc en fait, tous ces moments-là induisent par extension de la solidarité. Donc le parallèle dans le monde de l'entreprise, et de la performance, c'est en fait le fait que la performance de l'équipe va être liée à l'esprit d'équipe et donc à la solidarité de l'équipe. Et pour ça, un des mix de la potion magique, c'est ces fameux moments où l'humain se rencontre, où l'affinité se rencontre. Tout à fait. Nous on a choisi ce moment-là, comme avec la troisième mi-temps aussi, qui est plus un espace de verbalisation. C'est un espace où, en fait, on va pouvoir, sous prétexte que la musique est un peu forte, qu'on est un peu désinhibé par l'alcool, on va pouvoir verbaliser les choses, en fait. Et on évite les non-dits. Le fait de le verbaliser, justement, ça va éviter ces non-dits, ces a priori, parce que le lundi, quand on revient au bureau, enfin dans les vestiaires, c'est évacué, quoi. C'est entendu, c'est pas entendu. C'est même pas le problème. Au moins, c'est évacué et c'est justement verbalisé. Et ça permet justement d'éviter d'avoir des a priori négatifs qui pourraient finalement, au fur et à mesure, déliter l'esprit d'équipe et donc déliter la solidarité. Alors dans le rugby, on a trouvé de manière traditionnelle, empirique, ces passages-là. Il y en a d'autres qui sont un peu plus moins connus, mais ces passages-là, mais je veux dire, dans le monde de l'entreprise, finalement, le but, c'est de créer les moments. Et le travail du manager, c'est de créer ces moments-là. C'est pas de définir les affinités entre les personnes, mais c'est de créer les moments pour que les affinités puissent finalement se créer, quoi, tout simplement. Se développer, ouais. Et se connecter. Alors moi, ce que j'ai adoré quand on a parlé ensemble, c'est que tu m'as dit, je t'ai dit comment on manage, et tu m'as dit, on manage comme on est. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, on manage comme on est ? En fait, on travaille sur de l'humain en étant humain. Donc, on ne peut pas reprocher à un collaborateur d'être comme il est et ne pas se faire cette même critique à soi-même. Donc effectivement, on manage comme on est. Paul, il ne sait pas manager, soi-disant. Mais je crois que c'est peut-être le meilleur manager qui est dans cette salle, parce que finalement, il se pose la question de savoir comment manager. Et surtout, il connaît ses limites, apparemment. Donc à un moment, on fait, je crois, comme on peut, comme dans toutes les relations humaines. Parce qu'il n'y a pas de baguette magique pour un manager. On manage comme on est, c'est-à-dire que selon sa personnalité, on va être plutôt dans un management participatif, plutôt dans un management directif. Et encore une fois, moi je crois qu'il n'y a pas qu'une façon et qu'une bonne façon de manager. Il y a selon les circonstances, selon sa personnalité, selon l'équipe que l'on a en face, des façons de manager. On tape beaucoup sur le management directif en ce moment. Moi, je crois qu'il a aussi des vertus. De temps en temps, quand les délais sont tendus, quand il faut un peu plus d'implication de la part de l'équipe, de temps en temps, être un petit peu directif, ça marche. Par contre, ça ne marche pas sur le long terme. Il faut aussi savoir choisir son management par rapport aux objectifs que l'on a. Si l'objectif de l'entreprise ou du groupe, c'est faire en sorte qu'on vive bien son travail et de garder un maximum ses collaborateurs, c'est sûr que le management directif, ça va avoir vite ses limites. Ouais. mais de temps en temps, il faut savoir jongler en fait entre les différents styles de management,
par rapport aux circonstances, par rapport aux équipes, et surtout par rapport à soi-même et à ce que l'on ressent de l'équipe. Donc être manager, aujourd'hui, ce que j'entends, c'est être un manager intuitif, un manager dans l'intelligence situationnelle, un manager adaptatif entre ce monde du directif et ce monde du collaboratif et du participatif. Exactement. Je crois que le manager d'avenir, enfin, je ne sais pas si c'est... si le manager du futur. Le manager du futur. Je crois que le meilleur manager, en fait, c'est le manager qui sait s'adapter le mieux. S'adapter le mieux aux circonstances, s'adapter le mieux à son équipe, et qui va savoir mettre les joueurs ou les collaborateurs de son équipe en relation, qui va savoir faire naître la solidarité, qui va savoir créer justement ce collectif qui va faire que finalement, ça ne va pas être une somme d'individualités, mais que finalement, le résultat final, ça va être plus que la somme des individualités. Et pour ça, il y a quelques recettes, mais c'est aussi des recettes à inventer. Parce que chacun va réagir différemment. Si vous avez une équipe majoritairement composée d'hommes comme au rugby, les passages obligés, je peux vous en donner quelques-uns. Si vous avez des équipes majoritairement composées de filles, les leviers ne vont pas être les mêmes. Parce qu'en fait, c'est ça le travail du manager aussi, c'est de connaître ses collaborateurs pour qu'à un moment, quand il va falloir appuyer sur le bouton pour avoir un peu plus d'engagement, un peu plus de temps de travail, etc., qu'on appuie sur le bon bouton, en fait. Si vous parlez à quelqu'un que vous lui promettez, je sais pas, une augmentation de salaire, par exemple, pour plus d'engagement, et si la personne, ce qu'elle vient chercher au travail, c'est la relation humaine et le bien-être, elle va prendre l'augmentation. Mais ça ne va pas la motiver de manière profonde. Et inversement, si vous parlez à quelqu'un de relations au travail, du bien-être, de ce que vous avez mis en place pour faire en sorte qu'on soit bien au travail, et que ce qu'elle vient chercher, c'est de l'aspect financier, vous n'allez pas avoir l'effet attendu, l'implication attendue. Et c'est pour ça que dans le travail du manager, consacrer du temps à ses collaborateurs, même de manière informelle, c'est important. C'est important, mais pour la performance, encore une fois, ce n'est pas la colonie de vacances, une entreprise. Une entreprise, c'est la performance. Quand on a la performance, on peut parler d'autre chose. Quand on n'a pas la performance, tout ce temps, comme dans une équipe de rugby, quand les résultats ne sont pas là, tout ce temps, et tout devient compliqué, et on ne parle même plus de management, parce que c'est, sauf qui peut, on s'accroche aux branches. Alors, ce que je trouve vraiment très intéressant dans le témoignage de Fabien, c'est qu'il nous ramène à l'essentiel de la transformation managériale. La transformation managériale, c'est finalement accompagner les managers à se reconnecter à cette affinité humaine, à cet esprit d'équipe, à développer cette partie adaptative, à développer toutes ces compétences, soft skills, ces compétences qui sont la clé d'un management pour demain.